faut aborder le problème des témoignages. Certains négationnistes partent du principe que tout témoignage est à rejeter a priori et ne peut constituer un élément de preuve. Je prends pour exemple le commentaire d'un youtubeur, supporter de Vincent Lenoir, Jérômas, sous ma toute première vidéo, où j'annonçais les vidéos à venir. Un mois pour être le premier à discréditer totalement nos révisionnistes, preuve à l'appui et sans témoignage. Ici, Jérômas part du principe que le témoignage ne peut être une preuve recevable. Il est vrai qu'un témoignage ne peut être pris pour argent comptant, mais doit être recoupé, soit avec d'autres témoignages, si tant est qu'il ne puisse pas y avoir d'entente préalable entre les témoins, ou de subornation de ces derniers, soit avec d'autres preuves matérielles. Mais un témoignage ne peut être rejeté par principe. De même, ce n'est pas au témoin de prouver que ce qu'il avance est juste, mais à ceux qui utilisent son témoignage de le faire, ou à ceux qui souhaitent le rejeter de prouver sa fausseté. De même, un témoignage n'est que rarement parfaitement juste ou totalement faux. Voici un petit exemple pour montrer comment utiliser les témoignages. Pierre dit « J'ai vu François Hollande à la télé hier à midi, c'était sur France 2 et il portait une cravate qui rebiquait à droite. » Paul dit « J'ai vu François Hollande à la télé hier à 12h30, c'était sur France 3 et il portait une cravate qui rebiquait à gauche. » Devant ces témoignages, il y a deux attitudes. La première sera de dire que comme les deux témoignages divergent tant sur la façon dont la cravate rebiquait que sur la chaîne où le président s'exprimait, ou bien lors de l'intervention, le président n'est pas passé à la télé, ou bien qu'il ne portait pas de cravate. C'est la méthode négationniste. Et puis, il y en a une autre, prendre les points communs. François Hollande est passé à la télé, l'allocution a eu lieu sûrement entre 12h et 12h30, ayant pu commencer avant 12h et se terminer après 12h30. Le président avait des problèmes avec sa cravate. Cet exemple montre que l'on ne doit pas s'attacher aux différences pour tout rejeter. Un témoin décrivant une chose hors de son domaine de compétence le décrira avec ces mots. Si je vous montre cet objet, et que je vous demande une description sans dessin, aurais-je de description identique? J'en doute. Un négationniste se basera alors sur ces témoignages divergents pour réfuter l'existence de cet objet. Or, cet objet existe réellement. C'est un redresseur électrique de forte puissance à vapeur de mercure, utilisé autrefois pour alimenter les moteurs de métro. Précédemment, j'avais dit que la brochure de Charles Provan n'était pas à rejeter entièrement. Je ne parle pas de sa thèse sur le secret, qui est à rejeter et sur laquelle je ne reviendrai pas. Je parle des témoignages qu'il a compilés. Voici une liste de témoins compilés par Charles Provan. Nous avons des membres du Sonderkommando, Leventhal, Tauber, Oller, des SS, Aumeyer, Herbert, Munch et Rudolf Heuss, des déportés ordinaires, Yehuda Bacon, Miklos Nizli, ainsi qu'un technicien civil, Karl Schulz de Tops et Fils. Voici la façon dont ces témoignages ont été collectés. Il y a des témoignages spontanés, des témoignages recueillis par des tribunaux civils de divers pays, par des armées de l'Est et des armées de l'Ouest, par un historien et même par un négationniste, le témoignage de Munch recueilli par Germar Rudolph. Ces témoignages se sont de plus étalés sur l'année 1945, avec des témoignages en 1946 et aussi plus tard, en 1981 et 1994. Bien. Maintenant qu'ont vu ces témoins. D'abord, deux ouvertures d'introduction du Zyklon B. Un seul a vu ça, il s'agit de Paul Blendel. Il faut dire que sur la fin, la chambre à gaz a été séparée en deux et seule la partie du fond était utilisée, car les convois étaient devenus beaucoup moins nombreux. Ce qui peut expliquer le fait que Paul Blendel n'ait vu que deux ouvertures. Qui a vu la voiture de la Croix-Rouge apporter le Zyklon B? Henrik Tauber, Salmen Leventhal, Miklos Nizli. Qui a vu les paniers contenant les cristaux de Zyklon B? Henrik Tauber, Joseph Herbert, à noter, un Sonderkommando et un SS. Qui a vu des colonnes grillagées? Joseph Herbert, Henrik Tauber, Karl Morgen, Paul Blendel et Philippe Müller. Et enfin, qu'ont vu Rudolf Heuss
Heinrich Tauber, Karl Schulz, Niklas Niesli et Joseph Herbert, ils ont vu 4 ouvertures. Je ne lis pas tous les témoignages car ce serait trop long et fastidieux. Ceux que ça intéresse pourront les retrouver facilement. Si on examine ces témoignages, on constatera la diversité de leur origine, anciens du commando, techniciens, SS du camp, anciens détenus, et de la façon dont ils ont été collectés. Témoignages spontanés, interrogatoires par divers pays, par des armées ou par des tribunaux. On peut aussi constater des différences dans les témoignages. Ceci prouve qu'ils ne sont pas l'expression d'une improbable thèse officielle. En effet, il aurait été extrêmement difficile de suborner tous ces témoins et de leur fournir à chacun des versions suffisamment différentes pour ne pas passer pour préécrites et suffisamment proches pour être cohérentes. L'analyse de ces témoignages, analyse d'objectifs avec recoupement, tente à prouver l'existence tant des orifices d'introduction que de systèmes complets, avec colonnes grillagées, panier pour pouvoir retirer ensuite le zyklon B usagé. L'argumentaire négationniste se basera sur les différences de description pour tout rejeter. Or, souvenez-vous de l'exemple du redresseur. Ces témoins n'avaient jamais vu de tels équipements. Ils les décrivaient donc avec leurs mots à eux, ce qui explique les différences de description. Alors se pose le problème du témoignage de Michel Koula. Nous fabriquions des cadres en fer pour tous les fours crématoires, tous les grilles, des dispositifs pour soulever les cadavres à hauteur des cornues, les ferrures de toutes les portes, des crochets, des tisonniers ainsi que les outils nécessaires pour l'incinération dans les fosses. Les plombiers y installaient les conduites d'eau et les canalisations. La plupart de ces travaux figurent d'ailleurs dans le livre des commandes. On a notamment exécuté à la serrurerie de fausses douches destinées aux chambres à gaz ainsi que des tubes grillagés servant à l'injection du contenu des boîtes à gaz. C'étaient des tubes hauts d'environ 3 mètres, de section carrée de 70 cm de côté. Le contenu de la boîte était versé dans l'entonnoir de répartition de manière que le zyklon se répande uniformément. Il a en plus fourni un schéma sur l'équipement sur lequel il a travaillé. Donc voilà le schéma tracé par Michel Koula sur l'équipement sur lequel il a travaillé. Donc on peut constater qu'il s'agit de 2 tubes de section carrée, gigognes, d'une hauteur de 3 mètres, réalisés en grillage tendu sur des barres métalliques et reliés entre eux par des entretoises. Le tube le plus large fait 70 cm de côté. De plus, Michel Koula a fabriqué un panier, lui aussi en grillage, destiné à s'insérer dans le tube intérieur. On sait que, et je vous renvoie au premier épisode de cette série, qu'il y a eu un équipement pareil commandé à la serrurerie, et le chef de projet était le détenu tchèque Mirek Vintar. Alors se posent beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse. Michel Koula, a-t-il vu cet équipement installé? Y a-t-il eu d'autres équipements similaires? Quand cet équipement a-t-il été terminé? Car rien n'empêche de dire que ce matériel était un prototype, ou bien un premier jet qui a été modifié par la suite. En effet, et c'est le juge Konrad Morgen de la SS qui l'estime, ces équipements étaient extrêmement simples à fabriquer. La fabrication de prototypes successifs et la modification de ces prototypes étaient tout à fait à la portée de l'atelier de serrurerie. Oui, je vais vous dire à ce sujet, monsieur Ponger. Juste un instant. Cette installation, à mon avis, n'était pas très moderne, au moins pas trop compliquée. Mais c'était une construction très simple, parce que les soi-disant chambres à gaz étaient de simples caves qui avaient été construites en ciment. Les installations étaient plutôt primitives, et le gaz était inséré sous forme cristalline par un puits spécial qui descendait de haut en bas. Par conséquent, c'était des installations qu'ils auraient pu construire avec leurs propres moyens à leur disposition, avec quelques outils. Autre question. Combien de temps Michel Koula est-il resté à la serrurerie? En effet, le livre témoignage de Rudolf Verba montre à quel point il était facile de changer de commando pour un oui ou pour un non. Une punition pour passer dans un commando pénible, ou un coup de chance pour passer dans un commando moins désagréable. Ainsi, Rudolf Verba passa successivement de la gestion du stock de vivres à un commando de Buna, puis au Canada, puis à la rampe, pour passer ensuite à l'administration du camp de quarantaine, avant son évasion. On peut donc tout à fait envisager que Michel Koula n'a pas passé tout son temps de détention à la serrurerie, et qu'il n'a vu qu'une partie de la réalisation de l'équipement. Or, en quoi le témoignage de Michel Koula pose-t-il un problème? Selon les négationnistes, ce témoignage implique que la colonne grillagée devait dépasser du plafond, 3 mètres de haut pour un plafond de 2 mètres 40, et donc le traverser. Ce qui implique un orifice d'au moins 70 cm de côté.
Or, le témoignage de Karl Schulz parle d'orifices d'environ 25 cm de côté d'une part, et ensuite, l'expertise de messieurs Keren, McCarthy et Mazal révèle des orifices d'environ 50 cm de côté. Donc, logique négationniste, on a une discordance entre les sources, donc ceci démontre l'inexistence du dispositif. Mais, M. Schulz avait-il à mettre avec lui? Il était là pour installer la ventilation. Les orifices n'étaient pas son centre d'intérêt. De plus, les dimensions qu'il donne du local sont aussi inexactes. Question. Parlez de l'agencement intérieur de la chambre à gaz. Réponse. Le bâtiment était large de 8 mètres et long de 30 mètres. L'intérieur était complètement vide. La hauteur était de 2,60 m. Au plafond, il y avait 4 ouvertures carrées de 25 par 25 cm. On peut donc douter de son sens des distances. Quant à Michel Coula, il n'a pas vu son système installé, et rien ne prouve que ce système précisément était utilisé en l'état. Il y a également un témoignage à écarter en ce qui concerne les orifices d'introduction. Il s'agit du témoignage de Rudolf Werba justement, car ce dernier n'était pas membre du Sonderkommando. Il a été utilisé dans plusieurs commandos différents, comme on vient de le voir, et le dessin qu'il a tracé après son évasion prouve qu'il n'a jamais vu de lui-même les crématoires, mais qu'il s'agit d'un témoignage de seconde main. Il a en effet raconté ce que des membres du Sonderkommando, comme Philippe Müller, lui ont raconté. En conclusion sur les témoignages, il y a des témoignages concordants de personnes ayant vu de leurs yeux les orifices et des dispositifs d'introduction du cyclone B constitués d'une partie femelle, la colonne grillagée, ainsi que de la partie mâle, le panier contenant les granulés de cyclone B. Ces témoignages proviennent de différents types de témoins et ont été recueillis par diverses instances. Ce fait, ainsi que la présence de différences mineures dans les témoignages, prouvent leur authenticité. À présent, après avoir étudié les preuves photographiques lors du dernier épisode, puis les preuves testimoniales, nous allons étudier les ruines pour y rechercher des vestiges de ces orifices. À présent, étudions les ruines dans leur état actuel. Mais pour commencer, il convient de s'intéresser à la structure du béton armé de la dalle de toit. On voit ici sur cette photo du chantier du crématoire 2 le ferraillage utilisé. Il s'agissait d'un treillis métallique à mailles carrées. Ce qui veut dire que, pour aménager des ouvertures, il aurait fallu couper les barres à leur niveau et ou les recourber. Maintenant, il convient d'analyser les conséquences de l'explosion visant à détruire ces bâtiments. L'explosion a littéralement soulevé le toit, qui s'est déplacé et fracturé dans sa chute. Voici un schéma extrait de l'étude de messieurs Keren, McCarthy et Mazal. On y voit comment le plafond s'est fracturé en 6 morceaux et comment ces 6 morceaux se sont mélangés. Sur cette photo du site, on retrouve les 6 morceaux. On voit ici sur ces photos comment s'est déplacé le toit. Le coin sud-ouest a avancé. Il est évident que, vu que le toit était fracturé, les barres de ferraillage l'ont été aussi. Mais elles n'ont pas été sectionnées, mais étirées et rompues par les mouvements des masses de béton. En effet, la façon dont cette dalle a été soulevée et déplacée montre que ce sont des explosifs déflagrants, probablement de la donarite, qui ont été utilisés, et pas des explosifs brisants, comme le TNT, car, dans ce cas, le plafond aurait été réduit en de multiples petits morceaux, qui se seraient effondrés et que l'on retrouverait au fond. Il n'y aurait plus alors qu'un trou rempli de gravats. Ce qui veut dire que l'explosion n'a pas en elle-même sectionné les barres de ferraillage. On voit nettement que les barres ont été amincies jusqu'à la rupture. On peut imputer cette section aux conséquences de l'explosion. L'explosion a donc considérablement endommagé cette dalle, nettement plus que le plafond de la salle des fours du crématoire 3, ce qui explique que ce plafond montre encore des trous bien délimités. On voit que le plafond est presque d'un seul tenant. Aucune fissure n'a eu lieu à proximité du trou ou à son niveau. Ici, les dégâts sont nettement plus importants. Il est donc parfaitement explicable que l'on ne puisse retrouver des trous parfaitement définis, comme à la salle des fours du crématoire 3, nettement moins endommagée. Or, des signes de présence d'orifices antérieurs à l'explosion existent. Nous allons le voir en explorant ces ruines. Pour commencer, nous allons regarder la zone qui pourrait, selon la reconstitution de messieurs Keren, McCarthy et Mazal, correspondre au 4e trou, soit le trou le plus près de l'entrée de la chambre à gaz, le trou situé au nord. On peut observer un cadre formé en haut, en bas et sur les côtés de barres continues. Puis, sur les côtés, les barres sont recourbées, laissant un espace libre de ferraillage. En bas à droite, le trou se prolonge par un manque de béton, mais là, on peut constater que le ferraillage est toujours présent. De même sur le côté gauche.
En examinant les barres recourbées, on peut constater que la barre du milieu à droite est recourbée vers le bas. Il est donc impossible que cette torsion ait été imposée par le souffle de l'explosion, car, dans ce cas, elle aurait été recourbée vers le haut. De même sur le côté gauche. La position de cet orifice est compatible avec la position estimée du trou numéro 4, selon messieurs Keren, McCarthy et Mazal, et validée par simulation confrontée avec la photo au sol. On peut donc tout à fait considérer que ce trou est un vestige de l'orifice numéro 4 d'introduction du zyklon B, et non une craquelure provoquée par l'explosion. Ici, on a un trou postérieur à l'explosion. En effet, on peut constater ces deux barres de ferraillage recourbées vers le haut et de pleine longueur. Il est possible que ce trou ait été pratiqué suite à l'explosion, pour accéder ci-dessous en exploitant une craquelure. Maintenant, nous allons examiner le trou numéro 2. Il faut savoir que ce trou se trouve sur le trajet d'un trait de fracture de la dalle de béton. Vous voyez le toit de la chambre à gaz tel qu'il est aujourd'hui. Le trou numéro 2 se trouverait à cet endroit. On voit nettement qu'une ligne de fracture passe au niveau du trou. On voit sur cette vue dans l'axe sud-nord le coin nord-est. On peut voir les deux barres de ferraillage sur les parois nord et est, sectionnées nettement et recourbées vers l'intérieur. Sur ce trou, il y a des gros morceaux de gravat qui recouvrent l'ouverture. On peut voir également le trait de fracture. Voici le bord sud de cet orifice. On peut remarquer les barres courbées vers l'intérieur. Remarquez aussi l'absence de ferraillage dans la zone du trou, alors que le ferraillage est présent ici, côté ouest, malgré l'absence de béton. Ce qui veut dire que l'explosion n'est responsable que de la perte de béton dans la partie ouest. L'absence de ferraillage est due à l'aménagement à la construction d'un orifice. Le trou numéro 3 se trouvait sur une plaque qui a été réduite en miettes par l'explosion, de sorte qu'il n'est quasiment pas visible. Voici où le trou numéro 3 doit se trouver. On peut constater l'état du toit à cet endroit. Rien à voir avec le toit de la salle des fours du crématoire. Maintenant, il est temps de s'intéresser au trou numéro 1. Voici une photo de cet orifice. On voit sur cette photo, d'un état antérieur du trou numéro 1, orienté dans le sens sud-nord, un coin parfaitement formé, le coin nord-ouest, ainsi que le bord nord parfaitement droit. Dans le coin sud-est, on remarque une zone où le ferraillage est toujours présent, alors que le béton est parti. Comme au trou numéro 2, ce manque de béton est dû à l'explosion. Par contre, l'absence de ferraillage au centre du trou prouve bien que ce dernier est d'origine, en plus de la présence d'un coin bien défini et d'un bord droit. Notez tout particulièrement le motif en M que forme le béton fin au nord du bord nord. Retenez cette forme caractéristique car ce sera important pour la suite. Voici une autre image que j'avais déjà montrée pour la structure de la dalle en deux couches de béton séparées par une couche de papier bitumineux. Cette image est en fait une image du bord nord du trou numéro 1. Remarquez en particulier ce motif en M caractéristique que l'on a vu sur l'image précédente. On constate ici que l'on a, comme aux deux autres trous, une barre de fer coupée nettement et recourbée vers l'intérieur. À proximité se trouve une barre entière. La barre sectionnée l'a été volontairement et non du fait de l'explosion. Au coin sud-ouest, la situation s'est aggravée. En effet, les barres de ferraillage ont partiellement été retirées. L'état de ce trou a donc évolué par rapport à l'état précédent. Il faut dire que ce trou est devenu une voie d'accès au-dessous des ruines, comme le montre cette image de Vincent Renoir se glissant sous la dalle. Maintenant, voyons ce que Vincent Renoir a à dire sur cette ouverture. Nous plaçons à l'extrémité. Voici la dalle de béton armée qui servait de toit telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui. Elle est brisée en de multiples endroits. Déplaçons-nous sur la gauche. On voit la dalle, et si l'on accepte le trou recouvert sur lequel nous reviendrons, aucun orifice suspect n'apparaît. Changeons de point de vue. Voici la dalle avec le trou recouvert d'une plaque métallique. Ailleurs, on ne voit rien de suspect. Ouvrons la trappe. L'orifice apparaît. Notez les contours. Ils ne sont ni lisses ni angle droit. Comparés avec les trous de la salle des fours qui subsistent sur le toit effondré au crématoire 3. Alors, on a la base de la réfutation de l'existence des orifices sur l'état des ruines. C'est très simple.
Ces trous ne présentent pas 4 angles droits et 4 bords droits. Donc ce ne sont pas des trous, mais des craquelures consécutives à l'explosion. Donc no hole, voilà. Mais cet extrait montre une manipulation plus subtile et plus insidieuse. En effet, avant d'expertiser les ruines, il montre le plan polonais de la disposition des trous. Ce qui veut dire que l'on doit s'attendre à trouver un trou du côté droit. Ce qui permet de réfuter ce qui se trouve au niveau de la trappe du côté gauche. Et effectivement, quand il ouvre la trappe en question, il montre un orifice informe, ce qui lui permet de ressortir son argument sur le fait que le trou doit avoir une forme parfaitement définie pour en être un. Seulement, le plan polonais est réputé pour être faux. Il est issu d'une enquête polonaise de l'immédiate après-guerre. Si on se réfère au plan de messieurs Keren, McCarthy et Mazal, le trou numéro 1 doit se trouver du côté gauche. Et donc, le trou recouvert par la trappe redevient un candidat valide. Ensuite, remarquez le motif que dessine le béton fin au nord du bord nord du trou. Ce qui veut dire que ce trou est effectivement un vestige de l'orifice numéro 1, considérablement dégradé après-guerre, car il est devenu une voie d'accès à l'intérieur du local. De plus, les grands écarts de température du climat continental local, avec des hivers très froids et des étés très chauds, ont certainement contribué à cette dégradation. Maintenant, quelles seraient les dimensions probables de ce trou? L'image de Vincent Renoir dans le trou démontre que cet orifice, même dégradé et agrandi, est plus petit que 70 cm. Vous vous demandez certainement comment je peux affirmer cela. Voyez sur cette image le segment bleu. Il correspond à la largeur du trou. Maintenant, comparons-le avec la largeur des épaules de Monsieur Renoir, le segment vert. On constate, en mettant côte à côte ces deux segments, que le segment bleu est plus long, de la valeur de ce segment jaune. Et ce segment jaune représente un peu moins du quart du segment vert. Ce qui veut dire, et en s'accordant une marge d'erreur, que le trou est 25% plus large que les épaules de Vincent Renoir. Largeur d'épaule que j'évalue à 50 cm. Vous vous demandez comment et pourquoi j'arrive à ce résultat. En fait, dans une précédente passe d'armes, Vincent Renoir m'a indiqué sa taille, de 1m70. Sur ce dessin, vous voyez les proportions idéales du corps humain, pour les hommes comme pour les femmes. Ce dessin nous apprend que la largeur d'épaule correspond à un quart de la taille. Néanmoins, dans le cas de Vincent Renoir, cette proportion doit tenir compte de sa corpulence. Ayant moi aussi une corpulence respectable, j'ai mesuré sur moi-même. J'arrive à un rapport de 3,45 environ, 183 divisé par 53. En appliquant ce rapport à Monsieur Renoir, j'en arrive à une largeur de 50 cm, 170 divisé par 3,45. Donc le trou dont la largeur est représentée par le segment bleu mesure aux alentours de 62-65 cm, en tenant compte d'une marge d'erreur. De toute façon, ce trou dégradé et agrandi ne peut faire 70 cm. Ce qui est compatible avec la dimension d'origine du trou, estimée par messieurs Keren, McCarthy et Mazal à 50 cm. Ce qui veut dire que l'on ne peut prétendre trouver des orifices de 70 cm de côté, ce que le témoignage de Michel Coulin imposerait. Or, ce trou qui est bel et bien le trou numéro 1 d'introduction du Zyklon B, ne pouvait pas faire 70 cm, et donc, soit l'objet que Michel Coula a contribué à construire, le chef de projet était en réalité Mireille Guintard, ne fut pas l'objet définitif effectivement utilisé, soit il fut modifié après coup, pour par exemple, retirer la couche externe en partie haute, ce qu'Xponder avait proposé, et qui était très simple à faire, avec les outils courants dont il disposait à la serrurerie. La conclusion est que Vincent Renoir insiste sur le côté informe des trous, en les comparant aux trous de la salle des fours du crématoire, en négligeant de préciser que le toit de la salle des fours est en bien meilleur état que le toit de la chambre à gaz, d'une part, et en ne parlant pas de la configuration du ferraillage, absence de ferraillage dans les trous, barres recourbées vers l'intérieur et sectionnées nettement, d'autre part. En ce qui concerne le trou numéro 1, non seulement Vincent Renoir part d'un plan faux pour faire exprès de ne pas le localiser, mais il néglige de montrer une image plus ancienne de ce trou, avant qu'il ne devienne une voie de passage et donc soit effectivement méconnaissable. Car cette image montre incontestablement que ce trou n'est pas une craquelure, mais bel et bien un orifice aménagé à la construction de l'édifice. Après avoir inspecté les ruines, il convient à présent, pour que cette étude soit complète, de s'intéresser à un mot allemand figurant à l'inventaire du crématoire 2, Drahtnetzeinschiffvorrichtung. Drahtnetzeinschiffvorrichtungen au pluriel. Nous allons nous intéresser maintenant à la signification d'un mot allemand composé. Drahtnetzeinschiffvorrichtung.
Ce mot figure à l'inventaire dressé à la livraison du Créma 2. Voici donc l'inventaire du crématorium 2. On peut noter sur la colonne de gauche les différentes pièces, numérotées de 1 à 7, avec à côté leur dénomination. Notez que sur les pièces 1 et 2, seuls sont marqués les mots Leichenkeller. Notez qu'il n'y a pas de troisième à Leichenkeller, ce qui veut dire que cette pièce, prévue pour être une morgue à l'origine, a été subdivisée en plusieurs pièces, ce que démontre le plan de Walter Desjacot, et ce qui prouve que le blueprint original est faux. Puis nous avons, dans la partie droite, les items qui ont été inventoriés dans ces pièces. Nous pouvons remarquer à la troisième colonne, il s'agit donc de lampes, que pour la première pièce nous avons 16 lampes, pour la deuxième pièce nous avons 10 lampes. Un peu plus loin nous avons les robinets, donc nous avons 5 robinets pour la première pièce, 3 robinets pour la deuxième pièce. Puis, totalement à droite, nous avons 4 Drabnest Einschip Vorrichtungen dans la deuxième pièce, ainsi que 4 Holzbläden dans la deuxième pièce. Nous allons donc nous intéresser à la signification de ce long mot Drabnest Einschip Vorrichtung. Ce long mot, comme les Allemands ont le secret, est en fait composé de plusieurs mots, qui sont Draht, Netz, Einschib et Vorrichtung. Le premier, Draht, signifie fil. Le second, Netz, signifie filet ou réseau. En ce qui concerne le troisième mot, nous verrons ça un tout petit peu plus tard. Le dernier mot, lui, est parfaitement connu. Vorrichtung veut dire dispositif. Intéressons-nous maintenant à cette partie qui est Einschib, constituée d'un préfixe ein, qui veut dire dedans, et schib, qui dérive du verbe schieben, qui veut dire pousser. On peut donc dire que Einschib veut dire pousser dedans. Reprenons la signification du mot en entier. Drabnetz Einschib Vorrichtung peut donc être traduit par dispositif en réseau de fil pour pousser dedans ou, en meilleur français, dispositif en réseau de fil pour insérer. Cela pourrait donc désigner les systèmes d'introduction du Zyklon B dans la chambre à gaz du crématoire 2. En effet, l'inventaire montre également la présence de 4 Holzbläden, soit couvercles de bois, rangés dans la même pièce que les Drabnetz Einschib Vorrichtungen. Couvercles servant à obturer les cheminées d'introduction. De plus, le reste de cette étude montre la présence de 4 orifices dans le toit de la chambre à gaz. Mais la question qui se pose alors est, quelle est la partie du système désignée par ce mot? Selon la plupart des historiens, ce mot désignerait la colonne grillagée, dans laquelle les SS versaient le Zyklon B. Mais se pose alors un problème justement soulevé par les négationnistes. Reprenons l'inventaire. Les objets en question se trouvent dans la morgue 2, soit la grande morgue, qui servait de vestiaire. Si ce mot désignait les colonnes grillagées, on devrait alors les retrouver à l'inventaire dans la morgue 1, qui servait de chambre à gaz. Jean-Claude Pressac proposa alors une explication. Il s'agissait d'une erreur de ligne de la personne ayant écrit cet inventaire. Possible? Pourquoi pas? Car cet inventaire présente une autre anomalie. On peut noter que le nombre d'ampoules et de robinets est supérieur dans la petite morgue à celui de la grande morgue. Cela semble peu logique. En effet, il serait plus logique d'avoir plus d'ampoules dans une pièce plus grande. On pourrait alors penser à une erreur globale de pièces, les morgues 1 et 2 étant interverties, ce qui serait compréhensible. On voit que les pièces sont nommées pièce 1 Leichenkeller et pièce 2 Leichenkeller, et non selon leur destination. Ceci est logique vu le contexte de secret que j'ai développé au premier épisode qui entourait cette entreprise. Seulement, il aurait été plus logique de numéroter ces pièces en fonction de leur superficie, soit pièce 1 pour la grande morgue et pièce 2 pour la petite, la morgue 3 n'existant plus comme telle. Si la personne qui a rempli ce questionnaire a eu la même logique, l'erreur s'explique. Ceci n'est toutefois qu'une hypothèse personnelle. Cette hypothèse, qui pourrait expliquer l'erreur de ligne, ne fournit pas d'explication à un obstacle lexical. En effet, le terme Einschib implique la notion de dispositif mâle servant à insérer quelque chose dans une partie femelle, comme le dit un ami germanophone de Vincent Renoir sur sa vidéo. En effet, rien n'indique que le dispositif est creux,
donc apte à recevoir quelque chose. De plus, le mot einschieb, qui dérive du verbe transitif schieben, pousser, laisse entrevoir non pas un dispositif femelle dans lequel on va introduire quelque chose, mais à l'inverse, un dispositif mâle qui va lui-même pousser quelque chose dans une autre chose. Suivent alors quelques exemples. Seule la présence d'un cercueil contre le mur trahit la destination des lieux. Peu après, le groupe se retrouve devant le four. La glissière pour l'enfournement, Einschiebvorrichtung, rappelle un peu ce que sont les tapis roulants pour bagages dans un aéroport. Les portes du four sont hermétiquement closes. De l'autre côté, on pourrait voir à l'intérieur un hublot. Mais pour le moment, il n'y a rien à voir, nous dit Heuberger, qui est le journaliste. Ces exemples sont tous empruntés au monde de la cuisson, au sens très large. Donc la conclusion négationniste coule de source. Une bonne traduction, fidèle au mot allemand des 4 exemplaires de la Drahtnetzeinschiebvorrichtung, concernant le crématoire 2 d'Auschwitz, pourra donc être glissière avec treillis métallique pour enfournement. Sous-entendu, pour enfournement d'un cadavre dans le four crématoire. Des glissières avec treillis métalliques pour enfournement et non des dispositifs d'introduction en treillis métalliques. Voilà donc le fin mot de l'histoire. Drahtnetzeinschiebvorrichtung désignerait donc une glissière d'enfournement des cadavres. Cette glissière devrait être donc en grillage ou, pour le moins, en métal ajouré. Serait-ce possible? Pour Vincent Renoir, absolument. Tout d'abord, en matière de crémation, de telles glissières pouvaient-elles se concevoir faites en grille? Oui. On trouve sur Internet cet article à propos du premier crématoire aux USA. La glissière d'enfournement, qui restait en place lors de la crémation, était une grille munie de rebords. Dans cet ouvrage de 1891 sur la crémation moderne, on trouve une glissière d'enfournement qui n'est pas pleine. Ici, Vincent Renoir parle de crématoires civils commerciaux. Les défunts y étaient incinérés dans le cercueil. Or, à Auschwitz, et tous les témoignages le confirment, les corps étaient enfournés nus. Imaginez alors la difficulté d'utiliser une grille d'enfournement. Le corps collerait à la grille chaude et les doigts et les orteils se prendraient dans les mailles. Ce serait une complication bien inutile. Maintenant, voyons comment l'enfournement se déroulait dans les camps nazis. Voici des exemples de fours crématoires dans différents camps nazis. On peut noter à quel point toutes les civières se ressemblent et sont toutes faites en métal plein. Voilà un contre-exemple marquant à la thèse de Vincent Renoir. Mais il y avait également un autre système, utilisé à Auschwitz I. Ces fours avaient été construits par la firme Topf et Fils d'Erfurt. Or, il faut savoir que cette firme a également équipé le camp d'Auschwitz-Birkenau. Voici les fours bimoufles du crématoire 1 au camp d'Auschwitz. Il s'agit d'une reconstitution d'après-guerre. Les chariots d'enfournement, faits d'après un modèle retrouvé dans le camp, ont été placés devant sur leurs rails. Une vue rapprochée de la glissière permet de voir l'endroit destiné aux cadavres. Dans son ouvrage, Jean-Claude Pressac reproduit 2 photos qui montrent comment les corps pouvaient être disposés. Les chariots mesuraient près de 3 mètres de long. Les rails mesuraient d'ailleurs 3,20 mètres de long, comme le montre ce plan. Il fallait en effet reculer un petit peu l'engin pour pouvoir fermer la porte du creuset incinérateur. Autre contre-exemple. Avec un chariot d'enfournement, comme à Auschwitz I, pas de grille non plus. Mais il est temps de s'intéresser à l'histoire de l'équipement du crématorium 2. Écoutons pour cela Vincent Renoir. Ce fragment du plan 1933 permet de déduire que les rails devant les fours du crématoire 2 mesuraient entre 2,95 m et 3 mètres au lieu des 3,20 m au crématoire 1. C'est peut-être cette petite différence qui empêcha l'utilisation des chariots d'enfournement initialement prévus. L'extrémité de la glissière restait trop près du four et empêchait ainsi sa fermeture. Mais on pourrait avancer d'autres hypothèses pour expliquer cet abandon du chariot. Quoi qu'il en soit, le 25 mars 1943,
soit 6 jours avant la livraison du crématoire, l'ingénieur qui supervisait la construction des fours écrivit « Pour les fours trimoufles, le chariot pour l'introduction du cercueil sera remplacé par des engins portant des cadavres. » Notons que le terme allemand utilisé, Leichentragen, est très flou et ne correspond pas au mot civière qui se dit tragbar. Dès lors, de quoi s'agissait-il? Qu'est-ce qu'étaient ces Leichentragen? Donc la lecture de ce bordereau montre que les chariots d'introduction ont été abandonnés au profit d'un autre dispositif. Ce qui veut dire qu'il y avait un système d'enfournement des cadavres, mais que, pour une possible erreur de conception, rail trop court, ce système n'a pas été utilisé. Après tout, même dans la discipline SS, des erreurs de conception sont possibles. Ce qui pourrait expliquer le fait que le système que Michel Coula a décrit dans sa déposition n'a pas été finalement utilisé en l'état, pour cause d'erreurs de conception, l'empêchant de s'insérer dans les ouvertures. Mais notez comment le système prévu à l'origine était nommé. Sargeinführungswagen, soit, littéralement, chariot d'introduction de cercueil. Mais Vincent Renoir va plutôt se focaliser sur un autre mot important de cette phrase. Pour trouver un élément de réponse, considérons le témoignage pictural de l'ancien membre du Sonderkommando David Holler. Son dessin de la salle des fours du crémateur 3 est intéressant. Notez l'absence de rails au sol devant les fours. Soit ils n'avaient pas été installés, soit ils l'avaient été, mais ne servant à rien, ils étaient sortis de la mémoire de David Holler. Ce fait confirme que, tout comme au crématoire 2, les chariots d'enfournement ne furent pas utilisés au crématoire 3, ce qui est confirmé par la façon dont les 3 déportés agissent devant le four. Un autre détail est très important. Cet objet entouré en rouge. De quoi s'agit-il? De petites roulettes amovibles d'enfournement. Dans son ouvrage paru en 1989, Jean-Claude Pressac constate avec raison que cette paire de roulettes est inutilisée. J'y vois une raison. La civière utilisée n'était pas adaptée à ces roulettes. Il est vrai que dans les autres camps, les roulettes utilisées avec ce genre de civière étaient différentes. À Dachau ainsi, la civière avec ses très longues poignées se déplaçait sur 2 roulettes maintenues par un dispositif fortement ancré. Il reposait au sol et s'appuyait sur le four. Il en allait de même à Mittelbau. On a une explication très claire sur la signification du mot Leichentragen. Le mot en lui-même était déjà suffisamment clair. On peut déduire de cet extrait vidéo qu'un système d'enfournement de cadavres devait être utilisé à Birkenau, mais qu'il a été remplacé par les Leichentragen. Les roulettes montées à l'entrée du four, n'étant pas prévues pour ce système, il fallait que 2 déportés aident à l'enfournement, en soutenant la civière avec une barre. Mais Vincent Renoir a une autre opinion sur ce système abandonné. Bref, il apparaît que dans un premier temps, les ingénieurs qui travaillaient à Birkenau avaient inventé un autre dispositif d'enfournement en remplacement du chariot. Mais de quel dispositif s'agissait-il? C'est ici qu'intervient un élément capital. La mention sur cet inventaire de 4 dispositifs qui, d'après la thèse officielle, auraient été les 4 colonnes grillagées destinées à introduire le Zyklon-B dans la chambre à gaz. C'est clair. C'est le Drahtnetz-Anschiebvorrichtung. Pour Vincent Renoir, les ingénieurs avaient imaginé un système, le Drahtnetz-Anschiebvorrichtung, pour enfourner les cadavres, mais, à cause probablement de rails trop courts, ce furent de classiques civières qui furent utilisées à la place. Et là, on a une erreur de raisonnement flagrante. En effet, reprenons le bordereau et résumons la situation. Pour les nouveaux crémas, ce fut la firme Topf qui fournit les fours crématoires. Il était prévu d'utiliser, comme au créma 1 d'Auschwitz, des chariots d'enfournement. Sargeinführungswagen. Une erreur de conception a empêché d'utiliser ces chariots. Ils ont été remplacés par des civières standards, les Leichentragen. Vincent Renoir veut nous faire croire qu'un 3e système a été prévu, le Drahtnetz-Anschiebvorrichtung, une sorte de glissière pour introduire les cadavres, comme pour les fours crématoires modernes, les fours à pain ou les fours à pizza.
mais que ce système n'a finalement pas été utilisé non plus. A-t-il des preuves de ce qu'il avance? J'ai bien l'impression que tout ceci n'est qu'une supposition. Et à admettre qu'effectivement un troisième système était envisagé et construit, il devrait apparaître sur le bordereau, ce qui n'est pas le cas. Mais laissons-le continuer ses explications. Pourquoi dans le document du 31 mars 1943 parle-t-on de 4 dispositifs et pourquoi sont-ils mentionnés dans la ligne qui concerne la morgue 2 alors qu'a priori ils sont destinés à la salle des fours? Pour répondre, je rappellerai que dans son témoignage, l'ancien membre du Sonderkommando Henrik Tauber a déclaré que chaque crématoire possédait 2 civières, ce qui paraît très logique, étant prévu pour chercher les corps dans les morgues, puis pour les amener jusqu'au four via le petit monte-charge, 2 civières étaient suffisantes. Vincent Renoir affirme donc qu'il y avait tout le temps une civière dans les morgues pour pouvoir transporter les corps. Et il s'appuie sur cela sur le témoignage d'Henrik Tauber. Reprenons ce témoignage. Surligné en jaune, nous avons « Chaque crématoire possédait 2 civières en fer pour charger les corps dans les fours. Mais la suite est intéressante. Ces planches étaient placées devant le foyer. Ce qui veut dire que les civières étaient stockées dans la salle des fours et non à la morgue. Se servait-il dans les morgues de civières? Voyons ça sur un dessin de David Holler qui, d'un coup, redevient un témoin crédible. On voit ici que les corps sont traînés au sol, tirés par le cou avec une canne. Pendant que l'une était au sous-sol, l'autre était dans la salle des fours. Il est donc normal que 4 glissières aient été initialement construites, 2 pour le crématoire 2 et 2 pour le crématoire 3. Celui-ci étant moins avancé, elles auront toutes été déposées dans le crématoire 2 en attendant. Et sachant qu'elles allaient servir pour chercher les corps dans les morgues, nous venons pourtant de voir qu'il n'y avait pas de civière aux morgues. Elles auront été déposées au sous-sol, plus précisément dans la morgue 2. Et pourquoi des systèmes qui auraient plus encombré qu'autre chose auraient été stockés spécifiquement dans la morgue 2? Ce fait explique pourquoi, au moment de rédiger l'inventaire définitif du crématoire 2, 4 glissières en treillis métallique ont été notées dans la ligne réservée à la morgue 2. Sachant enfin que ces glissières furent très rapidement abandonnées au profit de civières manipulées autrement, c'est Holler lui-même qui le confirme avec l'abandon des petites roulettes d'introduction, les 2 qui avaient été prévus pour le crématoire 3 n'y furent pas amenés. D'où le fait qu'on n'en trouve nulle trace sur l'inventaire de livraison de ce crématoire 3, daté de juin 1943. On le voit, il n'y a là rien de mystérieux ni d'inexplicable. Donc la présence des Einschip-Vorrichtungen à la morgue 2, soit le vestiaire, s'explique par le fait qu'il y aurait eu des civières dans les morgues, ce qui est faux, et que ces systèmes devenus inutiles y seraient restés. On a là une collection de contre-vérités. Pour résumer, il n'y a eu que 2 systèmes au Créma 2. Les Sargeinführungssagen, remplacés pour cause des erreurs de conception par les Leichentragen. Les Drabnet Einschip-Vorrichtungen n'ont jamais rien eu à faire avec la crémation à Birkenau, comme je l'ai démontré. Ensuite, ces systèmes d'enfournement auraient été présents dans les morgues, ce qui est également faux. Et pour finir, ce système inutile aurait été laissé à encombrer dans la morgue 2. C'est pourquoi je rejette catégoriquement ces conclusions. Les Drabnet Einschip-Vorrichtungen n'avaient aucun rapport avec la crémation, mais avec l'introduction du Zyklon B dans la chambre à gaz. Mais alors pourquoi, si les Drabnet Einschip-Vorrichtungen étaient liés à l'introduction de Zyklon B, étaient-ils à l'inventaire de la morgue 2, soit le vestiaire, et non la morgue 1, soit la chambre à gaz? La clé de leur réponse est fournie par les objections linguistiques des négationnistes. En effet, le mot Einschib, dérivé du verbe schieben voulant dire pousser, implique une notion de dispositif mâle insérant un objet dans un dispositif femelle. Il est alors tout à fait envisageable que ce mot désigne les paniers servant à contenir les cristaux de Zyklon B. En effet, ces paniers étaient mobiles et donc n'étaient pas attachés aux colonnes grillagées. Au moment de l'inventaire de livraison, ces dispositifs étaient stockés dans la morgue 2, soit le vestiaire, avec les couvercles de bois,
Holzbleden, présents eux aussi à l'inventaire en 4 exemplaires, et soigneusement évités par Vincent Renoir dans son argumentaire. La conclusion de tout ceci est donc que les Drahtnetz Vorrichtungen étaient les paniers servant à insérer les cristaux de Zyklon B dans la chambre à gaz, via des colonnes grillagées. Paniers justifiant l'utilisation de colonnes grillagées pour pouvoir retirer le Zyklon B usagé après opération. En effet, un des intérêts des colonnes est justement de pouvoir retirer les cristaux usagés. Il n'y en avait pas au crématoire 1. Les cristaux n'étaient pas retirés après usage, comme nous l'apprend Philippe Muller. Stark le remarqua, et il nous renvoya dans le local où attendaient les cadavres. Il appela Fischel, qui devint plus tard notre chef d'équipe. Celui-ci commença à nettoyer les grilles. Maurice et moi, nous continuions à tirer les corps. Je regardais prudemment autour de moi dans la salle où étaient entassés les morts. Au fond, je remarquai sur le sol en béton de petits cristaux bleu-gris. Ils étaient disséminés sous une ouverture pratiquée dans le plafond. À cet endroit, il y avait un grand ventilateur dont les ailes tournaient en vombrissant. Dans le coin où se trouvaient les cristaux, il n'y avait pas de cadavres. Les corps étaient entassés plus loin, au voisinage de la porte. Notez que ce témoignage permet également de lever une objection de Vincent Renoir sur l'utilisation des colonnes grillagées. Voici donc le dispositif avec la seule partie interne qui traverse le plafond. Quand on sait que le fil utilisé aurait eu un diamètre de 3 mm, on mesure sans peine la fragilité relative de cette colonne faiblement fixée et aisément déformable. Dans sa première réponse à Jean-Claude Pressac, le professeur Forisson écrivit « Comment aurait-on préservé ces dispositifs des pressions exercées par la foule des victimes ?» Cet argument, amené sous forme interrogative, est capital, et voici pourquoi. À l'écran, en vue de haut, une foule d'environ 1000 personnes entassées dans la chambre à gaz du crématoire 2 de Birkenau. En orangé, les 4 dispositifs d'introduction du Zyklon B. On verse le Zyklon B. Les effluves mortels s'échappent, donc elles s'échappent des colonnes, et les gens proches commencent à paniquer. Ces personnes reculent, ce qui va provoquer des phénomènes de compression de foule symbolisés par des cercles rouges. Les gens continuent à reculer, et du fait des mouvements contraires, flèches bleues, des zones de plus forte densité vont apparaître, notées en rouge. Il en résultera des chutes et surtout des mouvements symbolisés par les flèches rouges. La panique régnant dans la foule, ces mouvements en créeront d'autres, naturels, vers les zones de moindre densité, c'est-à-dire vers les dispositifs d'introduction. À cet instant, la foule est soumise à des mouvements désordonnés et vu la densité, des victimes seront fatalement écrasées contre les dispositifs d'introduction. Dans les chambres à gaz de Birkenau, avec une foule serrée prise de panique, des forces semblables auraient été mises en jeu, ce qui aurait entraîné un écrasement de la colonne, voire son arrachement du sol et du plafond. Or, il faut savoir que d'après la thèse officielle, les granulés de Zyklon B auraient été déversés dans une troisième partie, une sorte de seau qui aurait été descendu le long de la colonne avant d'être remonté une fois les victimes asphyxiées. L'ennui est qu'une colonne simplement déformée empêche de remonter puis de redescendre cet objet, ce qui rend le dispositif inefficace. Il aurait donc fallu le réparer, voire le refixer après chaque gazage. Selon Vincent Renoir, la bousculade provoquée par la panique aurait irrémédiablement détruit ces colonnes. Le témoignage de Philippe Muller au Créma 1 montre qu'au contraire, les gazés fuyaient la source de gaz, se tassant près de la porte, se montant dessus, comme le montre cet autre témoignage de notre membre du Sonderkommando, Henrik Tauber. Après une attente d'environ 2 heures, on nous a fait sortir de la salle des médecins légistes et on nous a ordonné de nous rendre dans la chambre à gaz. Il y avait là des tas de cadavres nus, tous dans une position, on dirait assis. Les corps étaient de couleur rose, par endroits un peu plus rouges et ailleurs avec des taches verdâtres, de la bave au coin des lèvres, certains avec du sang coulant du nez, et dans la plupart des cas, on voyait des selles. Je me rappelle que de nombreuses personnes avaient les yeux ouverts et étaient accrochées les unes aux autres. Le plus grand tas de corps se trouvait près de la porte. Ils étaient moins nombreux près des piliers avec le grillage. La position de leur corps indiquait que ces gens avaient essayé de fuir ces piliers et parvenir à la porte. Il faisait très chaud dans la chambre à gaz, et c'était difficile à supporter. Il faut préciser que le Zyklon B ne contenait pas que de l'acide cyanhydrique, mais également du bromacétate d'éthyle, comme gaz avertisseur.
Ce gaz, plus lourd que l'air, se diffusait plus lentement que l'acide cyanhydrique. Lacrymogène et sternutatoire, ce gaz était perçu à des concentrations beaucoup plus faibles que la concentration toxique de HCN, de sorte que les gazés avaient tendance à fuir le voisinage des colonnes. Dans sa démonstration, Vincent Renoir oublie de préciser que les gazés cherchaient au maximum à se tenir le plus haut possible. Derrière l'utilisoire, il n'échappait qu'au gaz avertisseur et pas l'acide cyanhydrique qui avait envahi tout le local. De sorte que les plus forts montaient sur les plus faibles. Et c'est ce qui explique le spectacle à l'ouverture des portes. Cette série de 3 vidéos sur les orifices d'introduction s'achève et il est temps de conclure. L'absence de mention de ces ouvertures sur les plans ne prouve rien. D'autres ouvertures en étaient absentes et un impératif de secret pouvait parfaitement justifier cette absence. Puis, l'analyse des photos aériennes montre clairement 4 taches sur les toits des 2 morgues 1 des crématoriums 2 et 3 de Birkenau. Ces taches ne peuvent être que d'origine humaine et donc sont des preuves d'activité sur ces toits. L'analyse de la photo au sol, en se basant sur le seul tirage exploitable, prouve la présence de 4 cheminées sur le toit de la morgue 1 du Créma 2 de Birkenau. L'analyse des témoignages prouve la présence de 4 ouvertures, prolongées chacune d'une colonne grillagée, et qui servaient à l'introduction de Zyklon B. L'analyse des ruines par messieurs Keren, McCarthy et Mazal démontre la présence de 4 orifices, dont la position est congruente avec la position suggérée par l'analyse de la photo au sol. L'étude de l'inventaire du Créma 2 montre la présence de 4 dispositifs d'insertion en treillis, n'ayant aucun rapport avec la crémation, et de 4 couvercles de bois, que Vincent Renoir passe sous silence. La conclusion de tout ceci est qu'il existait de façon certaine sur le toit de la morgue 1 du Créma 2 de Birkenau 4 orifices, prolongés par des colonnes grillagées servant, par l'entremise de dispositifs d'insertion en réseau de fil, à déverser de l'acide cyanhydrique sous forme de cristaux de Zyklon B, dans le but d'assassiner par asphyxie les déportés enfermés dans ce local, ce qui constitue un des actes majeurs de l'Holocauste. L'escroquerie négationniste consiste à faire croire que toute la Shoah reposerait sur l'existence ou non de ces orifices. L'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale est nettement plus complexe que cela, mais cela fera l'objet d'autres vidéos. Bonsoir, et à bientôt sur Aboudner TV.